Depuis les origines de ce qu'on appelle la République ici au Sénégal, qui est une construction purement coloniale, parce que le colon avait trouvé des royaumes qui étaient bien établis, merveilleusement bien administrés. Donc le colon a déstructuré ou bien même déconstruit ces royaumes-là pour mettre en place cette entité supra-royaliste qu'on appelle le Sénégal. Donc depuis l'origine de cette constitution, le Sénégal a toujours été administré sous deux bords. Il y a eu un Sénégal des privilégiés et un Sénégal de la majorité qui a été même dénommé des indigènes. Donc le Sénégal des privilégiés, à l'origine, lors de la conception du Sénégal, c'était un Sénégal où les mulâtres, les signards et les administrateurs colons qui étaient là, les Français en l'occurrence, jouissaient de l'ensemble des privilèges de ce qu'on va appeler la colonie sénégalaise. Donc cette forme ou bien ce schéma n'a pas varié en réalité. En fait, au lendemain des pseudo-indépendances, puisque dans l'ouvrage je défends l'idée que le Sénégal n'est toujours pas indépendant, au lendemain de ces pseudo-indépendances, on a trouvé aussi qu'il y a eu des privilégiés au sein de ce Sénégal-là, en l'occurrence des politiciens, des religieux et des hommes d'affaires, qui ont toujours été et qui jouissent toujours de l'ensemble des privilèges et des faveurs qui devaient revenir au peuple sénégalais dans son ensemble. L'histoire du Sénégal est un grand mensonge. Donc déjà, l'indépendance du Sénégal est truffée de mensonges. Les symboles, les armoiries, les emblèmes de ce qu'on va appeler la République du Sénégal ne signifient pas en réalité ce qu'on nous a toujours expliqué dans nos établissements. Et donc l'ensemble en tout cas de ce qu'on va appeler le Sénégal, que ce soit les hymnes, que ce soit les emblèmes, les armoiries, la constitution, en fait, tout a une origine en fait non sénégalaise. En fait, je me suis rendu compte dans les recherches que nous avons entrepris, que l'ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sénégal est une construction ou bien une création française en réalité. À la base, il y a un Français qui l'a conçu, ou à la base, il y a un franc-maçon qui l'a conçu. Donc ce Sénégal-là n'appartient et ne parle absolument pas aux Sénégalais. Par exemple, je parle de l'hymne, des hymnes du Sénégal. Il y a deux hymnes qui ont été connus depuis 1960. C'est l'hymne du Sénégal que l'on connaît, l'hymne du lion rouge que le président Senghor a composé, et l'hymne de la jeunesse qui était l'hymne Niani. Donc Niani était une réponse en réalité du roi du Nianing, qui était un royaume, à Simaka Diop, qui est Lat Dior, Damel du Kayor. Donc c'était une réponse de refus de la conversion à laquelle Lat Dior Diop avait demandé au roi du Niani. En fait, c'était une défaite en fait de l'islam au Sénégal. Donc le roi du Niani disait qu'il refuse catégoriquement l'islam. L'islam ne sera pas du tout la religion de son royaume. Et donc il est étonnant de voir dans un pays où il y a 95% de musulmans, voir l'hymne qui marque une défaite de l'islam au Sénégal être repris et remis à la jeunesse. Donc, concernant l'hymne du lion rouge, je souligne au passage que le lion rouge n'existe pas. Il n'y a pas de lion rouge dans la création, en tout cas, du Seigneur des mondes. Donc, dans cet hymne-là, beaucoup de passages, en fait, relatent en réalité des réalités maçonniques qui sont connues. Pour ceux qui ont peut-être visité l'ouvrage d'Alain Bauer et de Roger Dachiez, qui traite des lexiques et symboles de la franc-maçonnerie, vous voyez aisément beaucoup de passages de notre hymne national qui sont des réalités maçonniques. Je peux prendre l'exemple même des poussins qui doivent être mis à l'abri des bilans. Ce passage-là est réellement dans l'hymne national du Sénégal, parce que l'hymne national est foncièrement longue, c'est l'hymne la plus longue, en fait, à notre connaissance, en dehors de l'Afrique du Sud, c'est l'hymne la plus longue du continent africain et même du monde entier. Donc, dans la franc-maçonnerie, on appelle les poussins, en fait, sont les nouvelles recrues. C'est ce qu'on appelle les apprentis, parce que la loge bleue est composée de 3 grades en réalité. Ce sont les apprentis, les compagnons et les maîtres. Donc ces apprentis-là doivent être protégés des milans qui sont décrits comme étant les profanes, nous autres qui ne sommes pas initiés dans les loges maçonniques. Et donc c'est un passage qui est fréquent dans des hymnes que disent les maçons dans les loges, n'est-ce pas? Et ce passage-là est bien inscrit dans notre hymne national. Donc sans doute une influence en fait de l'épouse, ou bien la première épouse de l'ancien président du Sénégal. Parce que la dame Eboué, Ginette Eboué, qui était la première épouse du président poète Léopold Sédar Senghor, était une grande affiliée des loges maçonniques, étant elle-même fille d'un très grand maître maçon qui s'appelait Félix Eboué, qui a été gouverneur de l'AF. Donc, il est étonnant de voir que cet hymne-là
déjà regorge de passages déjà maçonniques, mais cet hymne-là a été interprété musicalement par un homme qui avait une aversion au noir en réalité. Il s'appelait Herbert Pepper. C'est lui l'ethnomusicologue à qui on a chargé d'interpréter musicalement l'hymne national du Sénégal. Il s'est trouvé que cette interprétation-là, déjà, d'abord, comme je disais au début, c'était les Français qui sont à l'origine de tout ce qu'on va appeler le Sénégal. Mais cet homme-là disait clairement et ouvertement que les Noirs étaient si sauvages, que leurs sonorités sont désaccordées et désordonnées. Et cet homme-là qu'on a donné le privilège, en tout cas, d'interpréter l'hymne national du Sénégal. Concernant les armoiries, effectivement, l'armoirie du Sénégal est une œuvre d'une autre française qui s'appelle Suzanne Gauthier. Donc elle, c'est une amie du président Poët. Elle est aussi française. Elle est maçon. Elle dit que c'est l'artiste, en tout cas, des Rosicruciens, ce qu'on appelle la Rose-Croix, qui est aussi une dimension de la franc-maçonnerie. Donc Suzanne Gauthier a interprété une armoirie avec une partie d'ex, une partie sénestre, qui nous rappelle en réalité une initiation aussi de la Rose-Croix. Et je montre même des images rosicruciennes par rapport au principe jaune-rouge, au principe mâle et femelle, qu'elle a su interpréter à travers le Baobab, qui est un passage des psaumes, psaume 1-3, et le lion cabré, ou bien un lion à pattes de dragon, peut-être ce léopard-là, donc qui interprété et traduit ce qu'on appelle le mal. Donc c'est une confrontation du bien et du mal par rapport à ces mots à elle. C'est elle qui dit que c'est une confrontation du bien et mal qu'elle a mis en œuvre à travers cet écu-là de deux faces. Et donc Suzanne Gauthier aussi était française et franc-maçon, et donc elle est à l'origine de ce qu'on a appelé l'armoirie du Sénégal, l'emblème du Sénégal. En fait, la majeure partie de nos dirigeants qui sont là aujourd'hui, qui dirigent aussi bien dans l'ensemble du continent africain, spécialement au Sénégal, la majorité de la classe politique et même dans la classe maraboutique, il y figure beaucoup d'éminents francs-maçons qui travaillent pour des loges avant la patrie. Et donc c'est éminemment grave d'avoir des francs-maçons à la tête de l'État. Déjà en Angleterre, on impose aux francs-maçons de faire une déclaration, de dire que si vous êtes maçon ou pas, avant d'occuper certains postes du pouvoir. En Italie, aujourd'hui, ils ont interdit des francs-maçons d'occuper certains rangs dans l'État, parce qu'ils savent le complot et les conspirations autour de la loge qui vont se répercuter dans la nation. Ici au Sénégal, on n'a aucune disposition juridique qui met certains postes hors d'atteinte de ceux qui sont déjà affiliés à des loges maçonniques. Parce aussi, il faut le souligner, quelqu'un qui est déjà affilié à une loge maçonnique a porté ce qu'on appelle le serment maçonnique. Et dans le serment maçonnique, le récipiendaire, en tout cas, jure qu'il va servir la loge même au prix de sa vie, quels que soient les écueils, les problèmes qu'il va surmonter. Au Sénégal, c'est une république à l'origine maçonnique et éminemment maçonnique encore. Parce que déjà, les bases de la république sont maçonniques, primo. La république est censée mettre tous les individus sur le même pied d'égalité. On parle même de res publica, donc de la chose que tout le monde partage. Au Sénégal, on se rend compte que ce qu'on appelle le Sénégal n'est pas partagé par tout le monde. Et ça, c'est une évidence quand on le voit, même dans la gestion des ressources naturelles aujourd'hui qui fait débat sur le plan national. On sait que ces contrats ont été décernés de manière occulte, dans une nébuleuse éminemment inouïe. Et ces contrats-là sont des chasses gardées d'organisations ou de firmes qui ne sont pas du tout sénégalaises. Donc la République aujourd'hui, sincèrement, est tout sauf sénégalaise en réalité. Donc moi, je me plais même à appeler cette République-là une société anonyme à irresponsabilité illimitée. Donc c'est une entreprise, mais à irresponsabilité illimitée. Tellement qu'il n'y a pas de responsable, chacun fait ce qu'il veut. Et les plus grands gestionnaires, en tout cas ceux qui sont perçus comme étant des hommes d'État, sont des gens le plus souvent qui sont bons en rien et mauvais en tout. Regardez l'article 4 de la Constitution du Sénégal. Cet article-là exige que tous les partis politiques au Sénégal, tout parti qui est créé, ne doit pas se référer à l'enseignement de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, un parti à idéologie religieuse est interdit au Sénégal. Donc que ce soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit Jésus, fils de Marie, on ne doit pas prendre leur enseignement pour pouvoir élaborer des politiques publiques de développement pour le Sénégal. Et c'est éminemment grave. En vertu de quoi l'État du Sénégal a proclamé ceci. Je me rends compte qu'en Belgique, en Allemagne, en France et partout ailleurs, il y a des partis démocrates chrétiens
qui puisent des sources du christianisme pour avoir des réponses par rapport aux problèmes auxquels ils vivent. Il y a même des partis islamiques en Europe aujourd'hui. Et cette Europe-là est une Europe donneuse de leçons en matière de démocratie. Donc ici au Sénégal, on nous interdit à nous musulmans de nous référer à celui en qui nous croyons, qui est Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, on nous autorise à nous référer aux enseignements de Marx, aux enseignements de Keynes ou de Malthus. En fait, il y a une contradiction extraordinaire au Sénégal. Au Sénégal, on a des révolutions qui sont inscrites dans nos constitutions. Le peuple sénégalais y adhère. Telle la Révolution française qui a été portée par des francs-maçons. Je ne me conçois pas franc-maçon pour me reconnaître à travers cette révolution-là. La Charte universelle des droits de l'homme qui a été inscrite dans notre constitution de 1948. Cette charte-là n'avait aucun respect pour les peuples noirs en réalité. Parce que ceux qui sont signataires de cette charte-là étaient les colons. Ils détenaient à ce moment-là des colonies. En 1948, nous peinions à avoir notre indépendance. Et pourtant, les 53 pays signataires, la France en faisait partie. Donc, nous avons inscrit dans notre préambule de notre constitution des chartes, des déclarations et des révolutions qui n'intéressent pas le peuple sénégalais. La révolution la plus proche de nous, qui est la révolution de Thierno Souleymane Baal qui s'est opérée ici dans le Damga en 1776. Et je rappelle que c'est le premier État au monde à avoir interdit et aboli l'esclavage. Et on n'en parle pas. Donc la Convention française qui a aboli l'esclavage, c'était en 1794. Donc déjà en 1776, Abdul Khader Khan, l'Almami de ce qu'on va appeler le taureau, avait interdit l'esclavage et avait proclamé des libertés individuelles et collectives qui étaient en avance par rapport au reste du monde. Donc ces révolutions-là, proches de nous, ne sont pas consignées dans ce qu'on va appeler la Constitution du Sénégal. Donc cette Constitution-là est tout sauf sénégalaise en réalité. Donc elle aborde des principes et des convictions qui sont vraiment étrangères, qui sont européennes, à la limite française. Donc je me rends compte que c'est une Constitution de Français résidant au Sénégal. L'objectif principal à travers l'écriture de cet ouvrage est d'abord de susciter un débat. Donc je voulais que ce qu'on appelle le Sénégal, que ce soit les armoiries, que ce soit les symboles, les rues que portent des négriers ici au Sénégal, les noms de villes qui reflètent encore cette domination coloniale. J'aborde même le mot Saint-Louis, qui est pour moi très provocateur en réalité. Saint-Louis était un roi de France qu'on appelle le roi Soleil. Donc c'est lui qui disait que l'État c'est moi. Et ce Saint-Louis-là est le grand financier qui a promu ce qu'on appelle la 8e croisade contre l'islam. Il disait que les musulmans sont une peste, ils sont pires que la peste, il faut les éliminer tous. Il a donné des croisades, les croisés, des fonds suffisants pour aller exterminer les musulmans qui étaient aux alentours de Jérusalem. Et ce Saint-Louis-là, on lui a donné le nom d'une ville qui est une des villes les plus religieuses de ce pays, à savoir Ndar. Donc je trouve qu'il y a des illégalités. Il y a des incohérences et des problèmes dans les noms de villes, les noms de régions, dans nos textes, dans les symboles de la vie du Sénégal. Et je voudrais, à travers ce livre-là, poser le débat pour qu'on puisse redéfinir et reparler d'un projet de société qui va intéresser tout le Sénégal. En fait, qu'on puisse bâtir un Sénégal pour les Sénégalais et rendre le Sénégal aux Sénégalais. Oui, effectivement, on a eu beaucoup de difficultés dans l'édition de cet ouvrage parce que déjà les deux premiers éditeurs que j'avais remis ce manuscrit-là pour une édition, ils ont refusé tout bonnement le manuscrit. Donc le premier m'avait même m'avait appelé, parce que c'est un ami à moi, il m'a appelé amicalement pour me dire que M. Diagne, vous ne me donnez pas un manuscrit, vous me donnez une bombe. Et ça, je ne vais pas l'éditer parce que j'aurais des problèmes avec l'État, en fait, au niveau du ministère de l'État. Mais quand même, à toute chose, malheur est bon en réalité. Donc on a persévéré. Il y a eu une maison d'édition toute neuve, parce que la maison d'édition qui a édité ce livre-là en est à sa première édition en réalité. C'est une maison toute neuve qui a pris le risque de dire que bon, tout ce qui est utile au peuple sénégalais, moi je me lance à le partager et advienne que pourra.